Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue du marché, une revue assez complète. La dernière fois que j'en avais fait une, c'était vendredi, donc il y a pas mal de choses à dire. Surtout aujourd'hui, on a un petit dump du marché, donc on verra BTC et Ether, les altcoins également. Est-ce qu'on est sur un dump court terme pour avoir une continuation de la hausse, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un top? C'est quoi les niveaux à surveiller? Est-ce qu'on cherche plutôt des achats, des ventes? Bien sûr, on verra tout ça en détail. Donc comme j'ai dit, BTC, Ether, les altcoins. On fera également un bilan sur mon mois de trading et peut-être de mon année. Je verrai si j'ai le temps d'en parler sur comment ça se passe d'un point de vue évolution de capital, performance, et surtout j'ai clôturé un trade sur BTC que je vous partagerai également. Donc voilà, programme assez chargé, mais programme intéressant comme d'habitude. Je vais commencer avec la clôture monthly qui arrive dans 8 heures, qui va surveiller. Alors il y a la clôture trimestrielle, mais en général j'en parle très peu parce que on est sur un marché assez jeune pour commencer à regarder les clôtures trimestrielles. Selon moi, même si on commence à avoir un marché où on peut commencer à le regarder, mais c'est pas ce que je regarde le plus. Je préfère clairement la clôture mensuelle. Mais si je parle de la clôture trimestrielle qui arrive dans 8 heures, on a retesté le précédent ATH en clôture ici une fois, deux fois. On a toujours un momentum qui reste haussier, d'accord, un flux qui reste haussier. On voit qu'on a une indécision ici, indécision qu'on retrouve ici en monthly avec également une clôture qui arrive dans 8 heures. Ça aurait été bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Ça aurait été plutôt bullish, au-dessus des 60, globalement les 66 000 $, puisqu'on aurait eu un ravalement de cette précédente bougie baissière. Mais bon, pour le moment, on va rester dans cette zone d'indécision. Alors, on a quand même un ravalement, une réintégration du niveau des 61 000 $, 61 500 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais la vraie confirmation en monthly, elle aurait été pas mal si on réintègre au-dessus des 65 000 $. Donc pour le moment, toujours dans cette phase de consolidation. Donc on a ni break le bas, ni break le haut. On est toujours à l'intérieur de ce range-là. Maintenant, on est quand même presté par une forte dynamique qui est haussière. Donc techniquement, on a plus de chances de sortir de ce range par le haut. Mais il ne faut surtout pas réintégrer des niveaux qu'on verra après en daily. La clôture weekly, pour moi, elle est vraiment bien, puisqu'on break ce précédent sommet. Ici, on a une clôture bullish. On fait ici pour la première fois depuis un moment un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Que là, on était plutôt dans une dynamique qui était baissière. Donc la clôture weekly, selon moi, ici, elle est bullish. Par contre, si on commence lors de notre nouvelle clôture, donc c'est la semaine actuelle, à réintégrer ce niveau-là, clôturer sous cette précédente bougie et avoir une réintégration, ça serait pas bon. Et on serait un peu sur le même cas que, vous voyez, ici, on a notre range, notre break et notre réintégration. Ça me fait penser c'était en janvier, janvier 2022, enfin, cette phase de consolidation, janvier, février, mars 2022, on voit qu'on a notre range ici, notre break de notre pattern de retournement ici en weekly, et en général un signal plutôt bullish, et ici un piège suivi d'une réintégration. Donc faudrait pas faire la même chose. C'est pour ça le fait de réintégrer en daily, c'est pas en général ce qu'on veut voir. C'est pour ça j'ai invalidé un trade que je vous avais partagé. Alors ça remet pas en cause la dynamique haussière en daily. On peut voir ici toujours des creux sommets de plus en plus haut, mais le fait de réintégrer comme ça un précédent niveau, ça nous montre qu'on a une perte quand même du momentum et un signal de retour des vendeurs. C'est pas pour ça que on va aller spécialement se cracher à 45 000 $. C'est juste que ça nous montre que ok, dans cette zone-là, on voit que on a quand même des vendeurs qui se manifestent, et ce qui va falloir surveiller, c'est les prochains niveaux. Moi, il y a un niveau très important que je surveille sur du long terme, c'est ce niveau-là, globalement les 61 500 $. Ouais, c'est ce niveau-là. On va essayer d'être un peu plus précis. Voilà, exactement. En fait, c'est un niveau qui a fait longtemps office de support ou de résistance en fonction de si on évoluait au-dessus ou en dessous. C'était ce gros range-là qu'on a break, qu'on a réintégré. Pour moi, si on repasse en dessous de ce niveau-là, ça serait vraiment pas bon pour la suite. Déjà, on voit sur du court terme, réintégration des 64 000 $. Ça nous montre que cette zone de résistance qui était censée faire office de support, on a une réaction vendeuse. Pour moi, c'est une dégradation sur du court terme, pas spécialement sur du moyen terme. Par contre, si on commence à repasser en dessous des 61 500 $, et qu'on ait de l'acceptation en dessous de ce niveau-là, ça serait pas bon pour la suite, et on pourrait repartir dans une dynamique baissière et retourner chercher des niveaux plutôt bas comme les 55 000, 56 000 $. Donc ici en daily, pour moi, je serais ni acheteur ni vendeur. Pour être acheteur comme ça en daily, il faut attendre d'aller sur des niveaux extrêmes, donc des niveaux assez bas lorsqu'on a des phases de capitulation, que tout le monde panique, ok. Par contre, oui, sur du court terme, il y a des opportunités qu'on verra après, mais là, sur du daily, pour moi, j'attendrai d'avoir vraiment, soit on enfonce vraiment, ok, et dans ce cas-là, il peut y avoir des achats, comme on a eu ici, comme on a eu ici, comme on a eu ici, ou alors, éventuellement, on revient chercher des niveaux de support et on a des patterns de retournement à ce niveau-là, mais pour le moment, je préfère patienter. Donc ça, c'est BTC sur du, on va dire, moyen terme. Sur du plus court terme, je vous avais partagé un trade que j'ai invalidé.
Je l'ai invalidé tout simplement parce que le but c'était de jouer le break du niveau des 64 000 $ après cette forte impulsion et d'avoir une zone d'invalidation assez courte qui est tout simplement la réintégration de ce niveau-là. Tout simplement parce que le but c'est de jouer le momentum, le flux qui était bien haussier et le fait d'avoir une réintégration, j'ai une confirmation que sur du court terme j'ai une perte du momentum et mon but c'est pas de garder comme ça une position qui visait à jouer la continuation de tendance alors qu'on est en train de réintégrer des niveaux de support. Donc j'ai pris ma perte quand je définis une zone d'invalidation comme ça. Et ben celle-ci, elle est définie. Le but c'est pas de se dire je garde ma position, ça va peut-être se retourner et on va baisser, et ça se trouve on va baisser, ça se trouve on va baisser, j'en sais rien. Mais admettons, là c'est le pire scénario que d'espérer en se disant s'il te plaît remonte, s'il te plaît remonte. Ça c'est pas du trading, d'accord. C'est espérer, c'est jouer au loto, d'accord. À partir du moment où vous rentrez, vous avez une zone d'invalidation. Si on y va, vous coupez tout simplement votre position. De mon côté, je fais quand même un très beau mois de septembre. C'est mon meilleur mois comparé au début d'année qui était pas terrible. Je vais vous partager. Hop là. Donc ça c'est l'évolution de mon capital cette année. Donc j'ai pas énormément de trades, j'en ai 46. C'est pas l'année où j'ai le plus tradé, mais je cherche des trades. J'enclenche mes setups tout simplement. Donc si mes setups ne s'enclenchent pas, je ne rentre pas en position. On voit que le début d'année a pas été terrible. Les 19 premiers trades qui signifient jusqu'à début mars. Donc on voit que pendant 2-3 mois, c'était une évolution de capital globalement à break-even avec des légers gains, des pertes. Le but c'est toujours de minimiser les pertes, mais début d'année vraiment pas terrible. Et ensuite à partir de mars, plutôt une année qui a bien continué avec ici le 40e trade, c'était début septembre. Donc on voit un mois de septembre plutôt intéressant où je fais je suis à peu près un plus 9% sur septembre. Et ici la dernière perte sur le BTC que j'ai clôturé. Mais ce qu'il faut retenir, le but c'est pas de vous dire voyez regardez mon évolution elle est incroyable, non. C'est une évolution que j'estime intéressante. Je suis pas le meilleur trader, je vous partage simplement ce que je fais, mais ce que je veux faire comprendre là-dessus, c'est on peut avoir une période qui est difficile. Et vous voyez les 2-3 premiers mois, c'était pas ma meilleure période. Vous voyez, le mois de janvier à la limite ça allait, puis février, mars, ça a pas été terrible. Et puis ensuite ça s'est bien passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours des moments difficiles comme ça. Vous pouvez pas être constant et avoir vraiment une évolution hyper linéaire comme ça. Ce qui compte, oui, c'est sur le long terme ça soit linéaire, mais il y a des phases difficiles, d'accord. Et on voit que souvent, ça peut être 1 ou 2 mois qui vous permet de très bien performer et réaliser vos performances sur l'année. On voit que, comme je dis, septembre, ça a bien rehaussé, même si j'étais sur un bon niveau, ça a quand même bien rehaussé. Maintenant, c'est là où il faut garder la discipline, il faut garder la constance, de bien trader, d'être concentré, d'avoir une bonne gestion de risque, une bonne stratégie de drawdown lorsqu'on a des trades qui sont compliqués, parce que ici, j'ai une stratégie de drawdown pour ne pas limiter les pertes, parce que le but, c'est d'avoir une bonne gestion de risque pour pas faire ça, d'accord. Quand ça se passe bien, vous voyez, ici il y a des périodes difficiles, où là du 26e ou au 30e trade, j'ai une mauvaise perte que j'avais mal gérée en plus à l'époque à ce niveau-là, j'avais pas très bien tradé à ce niveau-là. Donc voilà, il y a des phases qui sont comme ça, mais quand ça se passe bien, c'est là où il faut faire de la performance et en profiter. Et surtout avoir une bonne gestion de risque et ne pas redonner ses gains au marché. C'est-à-dire que je n'aurai pas un capital comme ça, parce que j'aurai une stratégie de redonne, parce que j'ai envie de dire que mon année sera positif, parce que je vais plus contrôler, c'est la fin de l'année, on gère mieux pour pas redonner ses gains au marché. Ça c'est vraiment important. Mais voilà, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est normal d'avoir des mois compliqués. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment une vision long terme, et c'est normal d'avoir des mois en négatif, d'accord. Voilà. Et 1 mois, 2 mois peut largement compenser 2, 3, 4 mois qui sont pas très bien passés. Donc il y a une bonne gestion de risque, c'est important. Et quand faut couper, on coupe. On n'a pas de honte de couper. Une perte, c'est rien. Je prends des pertes et je n'ai pas 50% de win rate. Faudrait que je recalcule. C'est pas sur ce tableau Excel là, donc je ne crois pas. Mais je n'ai pas 50% de win rate. Par contre, quand je gagne beaucoup plus que ce que je perds. Ça c'est vraiment un point très important. Donc voilà, ça c'est le côté un peu résultat et surtout voilà comment tirer des leçons de ces résultats et avoir une bonne vision des choses. Maintenant sur du court terme, on est passé sous les moyennes mobiles 1 heure et 15 minutes. Donc on voit bien, on a un changement tout simplement de nos dynamiques qui étaient bien haussières. C'est là l'importance d'avoir ces moyennes mobiles qui nous permet d'avoir une direction de marché et un bon point de repère. Et on voit que on était dans une bonne dynamique haussière, on cherchait plutôt des achats. Et le fait d'avoir ici, de passer sous le 1 heure et sous le 15 minutes, ça me montre tout simplement que on a une bonne réaction vendeuse, on a un changement de nos dynamiques sur du court terme, et quelqu'un qui fait du scalping et de l'intraday peut chercher à suivre ce flux qui est baissier. Ici, si je me mets en 1 heure, 1 heure, 4 heures, on a un flux, si le MACD bien se mettre, voilà, on a un flux qui est bien vendeur, on le voit bien,
D'accord? Donc là, vaut mieux chercher à faire de la continuation de tendance en cherchant des shorts, parce qu'on est sous les moyennes mobiles court terme. Oui, la tendance moyen terme reste haussière, on le voit bien, le tunnel 4 heures est orienté à la hausse, qui sera d'ailleurs une très bonne zone de localisation pour chercher des achats. Cette zone-là, la zone vers les 61 500 $, on voit qu'on a une bonne confluence. Si on va chercher les lots ici, des creux ici, on a pas mal de liquidités, on a une prise des lots, on enfonce et on a une bonne absorption avec une réaction acheteuse dans ce niveau de support, tunnel 4 heures, et ce niveau de support qu'on a défini qui est le pivot qu'il ne faut pas réintégrer, c'est une très bonne zone pour chercher des achats. On n'y est pas encore, par contre si on y va, je pourrais ouvrir des positions sur du swing. Comme je l'ai dit, sur du court terme, c'est pour ça d'ailleurs j'ai coupé ma position, parce que j'ai perdu des niveaux importants. Là, quand on a commencé à break ce niveau-là, je préfère clôturer parce que j'ai des confirmations que sur du court terme, ça se dégrade, et pour le moment, j'aurais plutôt un biais vendeur sur du court terme au vu des moyennes mobiles. C'est là l'importance de s'adapter. Et on voit en quelques jours, on peut avoir un biais acheteur et chercher des achats, et du jour au lendemain, avoir une confirmation plutôt vendeuse et chercher des shorts. Alors des shorts pas n'importe où, et bien sûr avec une bonne gestion du risque, mais c'est là l'importance de s'adapter. D'accord? Maintenant, comme je dis, sur du moyen long terme, on est sur une réintégration, on est toujours dans une dynamique que j'ai envie de dire plutôt haussière, tant qu'on a le 4 heures au-dessus du daily, et surtout le 1 heure au-dessus du 4 heures. Donc court terme, plutôt chercher des shorts. Alors, attention, pas n'importe où, d'accord? Il faut avoir des bons points de repère sur des niveaux de résistance et des confirmations vendeurs lorsqu'on arrive sur ces niveaux-là. Et ensuite, sur du moyen long terme, chercherai à rien faire ou à chercher des achats si on passe au-dessus, au niveau des 61 500 $, ou éventuellement si on a une réintégration de ces niveaux-là, du tunnel 1 heure et du tunnel 15 minutes, pour revisiter des niveaux plus hauts. Donc vous avez globalement mon plan sur BTC. Si je résume, moyen terme, les 61 500 $, bonne zone pour chercher des achats, ou alors on a une réaction acheteuse ici et on repasse au-dessus des 64 500 $. Dans ce cas-là, pareil, on peut chercher des achats. Tant qu'on ne fait pas ça, plutôt un biais vendeur sur du court terme, ou là sur du scalping sur l'intraday, je vais plutôt chercher des shorts pour accompagner le flux vendeur qui est en cours. Voilà, pour BTC, rien d'autre à ajouter de plus de ce côté-là. Au niveau d'Ether, Ether qui consolide toujours dans sa zone d'imbalance, on n'arrive pas à le break, ce niveau-là. Si on le break, le prochain niveau, ça sera les 2900 $, mais pour le moment, on consolide à l'intérieur de ce niveau-là. Alors, comparé à BTC, Ether se trouve quand même sur un niveau de support, hein, le niveau des 2600 $. Et on voit que BTC a bien break son tunnel 1 heure, Ether, il la break, mais globalement, il prend moins cher aujourd'hui Ether que BTC. Maintenant, même si Ether prend moins cher, on n'a pas un vrai flux sur Ether, donc moi, ça fait un moment que je n'ai pas tradé. Si je regarde, comme je dis, j'ai mes tableaux Excel à côté. Ether, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de trade. Ça remonte à fin août et fin juin, mais c'était des trades sur l'intraday, donc c'est là je parle, on est plutôt sur du swing là, comme je suis en 4 heures. Donc Ether, je laisse couler. Moi, je laisse couler tant qu'on n'a pas un vrai momentum, et surtout sur la paire ETH BTC, une vraie reprise. Là déjà on bloque sur résistance, donc ça serait bien d'avoir une pattern de retournement, avoir une confirmation tout simplement que les acheteurs sont présents, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc faut pas se précipiter sur Ether, vaut mieux patienter quand on aura un signal, que ce soit sur la Bitcoin dominance, que ce soit sur ETH BTC, que Ether est prêt à faire de la perf. Et ben là par contre faudra le charbonner et en profiter, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement, où comme je dis, voilà, il est sur une zone d'imbalance en daily, et même s'il s'approche d'un niveau de support vers les 2560 $. Sur du court terme, comme je l'ai dit, on a quand même perdu le tunnel 15 minutes, le 1 heure, on est en train de glisser doucement. Après, il y a le tunnel 4 heures qui est juste en dessous, sur ce niveau de support. Donc éventuellement, si on a une prise d'élo, une réintégration, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats et viser la borne haute. Mais comme je dis en ce moment, je trade beaucoup moins sur Ether. Et ce qu'il faut surveiller, c'est cette paire, hein, la Bitcoin dominance. On est toujours dans une phase haussière. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent d'Altcoin Season. Très bien. Moi, je suis d'accord avec vous. L'Altcoin Season, on l'aura. Maintenant, ça fait longtemps que les gens en parlent. Moi, j'en ai parlé une fois de l'Altcoin Season. C'est vraiment quand on était ici. Hop. Où je me suis dit, ok, là pour moi, on a des probabilités d'en avoir une. On était sur résistance. Je me suis trompé.
Et ensuite, quand on est parti comme ça dans une dynamique qui était haussière, je me suis dit ok, parce que je veux c'est une pattern de retournement et c'est surtout un break du tunnel daily qui a été toujours haussier. Là pour moi, je voyais pas spécialement ce niveau break parce que comme je dis, on était dans une grosse phase de consolidation, dans un range sur un niveau de résistance et les ranges précédés par une dynamique baissière ont plus de chances de casser à la baisse. Donc pour moi, j'avais plus de proba ici en me disant oui, les altcoins, il y a des chances qui performent bien. Ça a break depuis méfiance. Méfiance pour l'altcoin season, oui, elle va arriver, mais pour le moment, ce qui nous manque, c'est une inversion de cette hausse de la Bitcoin dominance. On est toujours dans une dynamique qui est haussière et à moins d'aller chercher soit les 60% où là on sera sur un gros niveau et d'avoir une réaction vendeuse ou d'avoir un break du tunnel daily, pour le moment on a toujours un Bitcoin qui est fort. Mais voilà, on voit que on n'a pas un fort momentum parce que on voit la différence où là on avait un fort momentum et depuis ici on glisse, j'ai envie de dire doucement mais sûrement, mais sans avoir un momentum fort et on voit sur le MACD, c'est ouf quand même, c'est rare d'avoir une aussi grosse compression sur le MACD. On voit bien, les sommets sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus hauts. On a une compression ici. On n'a pas de flux. On a absolument pas de flux. Donc le jour où on va casser par le bas, par contre oui, on pourra se dire que on a une altcoin season et on aura de la marge pour, selon moi, en profiter. Mais ce qui n'est pas le cas actuellement. Au niveau des altcoins qui performent le plus, alors j'ai un peu l'indicateur qui est buggé ici en daily, on peut prendre en weekly vu que la semaine vient de commencer. Tao qui performe plutôt bien, Uni, mais sinon on n'a pas des altcoins qui se démarquent pour le moment. On a SHIB qui corrige un peu, Dogecoin également, les mêmes coins qui ont bien performé ces derniers temps retracent, mais il n'y a pas spécialement d'altcoins qui se décorrèlent. Donc je suis plutôt ici dans un esprit de patienter, de patienter déjà la clôture monthly et de voir ce que ça va donner ces prochains jours. Comme je dis, on n'a pas spécialement d'altcoin qui sort du lot. Oui, on a des corrections, mais des corrections qui sont encore un peu trop just pour commencer à se dire qu'on est sur des niveaux de support et qu'on peut se repositionner. Comme je dis, oui, on a une correction, mais ça reste assez léger pour le moment. Par contre, si vous surveillez les patterns de retournement qu'on a eu, par exemple sur Hop, Optimism, si on commence à revenir à les chercher, ça peut être des premiers niveaux intéressants à surveiller pour chercher des achats. Donc je regarde plutôt le marché, je suis plutôt observateur. Tao, j'avais coupé ma position. Visiblement, on est parti pour avoir peut-être une continuation de tendance de ce range-là. Hop, de toute façon, Tao est toujours dans une dynamique haussière, vous voyez. Et c'est là l'importance de garder les altcoins fortes qu'on avait vu. On a Tao, on a INJ. INJ toujours plutôt forte, on voit qu'il est en train de travailler ce niveau-là, les 23 $ là, tunnel daily, zone de résistance, on a toujours une compression entre moyenne mobile court terme et moyen terme, mais on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. On avait INJ, on avait NIR aussi qui était forte. Hop, NIR a situé dans le tunnel lunaire, vous voyez, comparé au BTC où il a break son tunnel lunaire, Ether il est en train de le break, on a des altcoins qui, globalement, essaye de maintenir ce niveau-là. Donc on va plutôt se concentrer sur ces altcoins-là, qui sont des altcoins plutôt fortes. J'avais dit on a Tao, INJ, j'avais quoi d'autre en tête, j'avais NIR, TIA, je vais regarder ce que ça donne, j'avais pas regardé la charte depuis un moment, mais TIA c'était une altcoin forte. On a break le tunnel lunaire, vous voyez, on est repassé en dessous et le tunnel 15 minutes qui fait office de résistance. Donc là, TIA, je la considérais plus spécialement comme une altcoin qui est forte et je me concentrais sur du Tao, sur du NIR, sur du INJ qui, eux, n'ont pas break encore ces moyennes mobiles court terme, surtout le tunnel 1 heure. Maintenant, si je dois vraiment donner mon avis, je préférerais patienter. Comme je dis, c'est bien de générer des gains, faut pas spécialement les redonner au marché. Quand il n'y a pas d'opportunité, on ne saisit pas d'opportunité. Et moi, plus le temps passe et moins je trade. Alors c'est pas parce que je ne veux pas moins trader, c'est juste que j'ai moins d'opportunités et je vais plutôt être sélectif sur mes trades comparé à 2021, 2022 où j'avais beaucoup plus de trades dans l'année. Là, vous voyez, je vais terminer mon année avec peut-être 70 trades. D'accord, ce qui est déjà quand même plutôt pas mal, hein. Il y en a qui ont beaucoup moins de trades que ça. Après c'est pas, on s'en fout de la quantité, ce qui compte c'est la qualité de votre trade. Mais si 70 en 12 mois, ça fait à peu près du 6 trades par mois, ce qui n'est pas spécialement énorme. Ça dépend toujours de votre profil. Après il y a des mois je vais en avoir beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Ça dépend toujours, mais le plus important c'est de ne pas redonner son argent au marché. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Vous pouvez, si vous le voulez,
en message privé ou en commentaire YouTube de me partager vos résultats en trading, on peut en discuter, d'accord? Quels sont potentiellement vos axes d'amélioration, etc. Vous n'êtes pas obligé de me donner des sommes, hein. Déjà les sommes en dollars, c'est vraiment subjectif parce que ça dépend totalement de votre capital. C'est bien de faire 500 dollars, 1000 dollars, 10 000 dollars, mais si vous avez un capital de 1000 dollars, 1 million, 1 milliard, ça change totalement. Donc déjà, on parle en pourcentage, c'est beaucoup plus intéressant et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez m'envoyer l'évolution de votre capital comme moi je vous l'ai fait. Si vous voulez discuter, il n'y a aucun souci là-dessus, ça me fera plaisir, mais c'est bien, moi chaque fin de mois comme ça, je fais un bilan un peu sur mes résultats, et voilà, comme aujourd'hui, je vous les partage en toute transparence. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.